Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Togo, notre dossier du jour sera consacré à la relance du football. Au programme également, les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont entériné ce mercredi l'accord politique signé entre le pouvoir congolais et une frange de l'opposition et puis le président angolais José Eduardo dos Santos dans le viseur de la justice. Il doit s'expliquer sur une de ses décision devant la Cour suprême. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, un invité, M. Charles Tokplé. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors bonsoir vous êtes un ancien footballeur professionnel de l'équipe togolaise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes, Alfred Chongo. Bonsoir Alfred. Mais très ravi de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella, et puis à mes très chères téléspectatrices. Très heureux aussi de les retrouver. Et Gracien Rokindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs a pris fin ce mercredi à Luanda, en Angola. Cette réunion internationale qui devait traiter de la situation en République démocratique du Congo a réuni 5 chefs d'État. Bilan et conclusion avec Fanny Mounichi. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs entérinent l'accord politique signé entre le pouvoir congolais et une frange de l'opposition. Ils étaient réunis ce mercredi 26 octobre à Luanda, en Angola, pour la 7e réunion de haut niveau sur la crise politique en République démocratique du Congo. Le président angolais José Eduardo dos Santos a écarté la tenue d'un nouveau dialogue demandé par les opposants à l'accord politique. Le respect de la loi et le strict respect de l'ordre constitutionnel établi sont donc les meilleurs critères de la vérité pour résoudre les antagonismes qui semblent apparemment inconciliables. Nous sommes toujours en faveur du dialogue, pas du dialogue pour le dialogue, mais celui qui préserve et suscite la sagesse et qui conduit à des positions raisonnables et de consensus. L'accord politique prévoit notamment que le président Joseph Kabila, dont le 2e et dernier mandat s'achève le 19 décembre, reste en place jusqu'à l'élection d'un nouveau chef de l'État, ce qui, d'après l'accord, ne devrait pas intervenir avant 2018. Un résultat dénoncé par une partie de l'opposition qui avait boycotté ce forum. Nous n'avons pas ce qu'on a cherché à travers cet accord. C'est-à-dire quoi? Nous puissions obtenir, n'est-ce pas, la cohésion nationale. Nous puissions obtenir la fin d'une crise que la majorité a créée, que moi je ne sais jamais d'appeler une crise artificielle. Je pense que l'assise sociologique pourrait mettre fin à cette crise. Mais du moment où l'Église catholique se retire, les rassemblements à la tête de Etienne Tshisekedi ne prend pas part, n'est-ce pas, à cette assise, je crois que ça ne produira rien. Les participants au sommet ont également félicité Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue en République démocratique du Congo. Les prochaines assises de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, consacrées aux questions de paix et de sécurité dans cet espace, auront lieu à Brazzaville, au Congo, en octobre 2017. Gracien, concrètement, que peut-on retenir de ce sommet des chefs d'État de la région des Grands Lacs? C'est un sommet qui a entériné en fait l'accord qui s'est passé à Kinshasa. Donc on peut dire que la frange de l'opposition radicale peut, disons, essayer de voir d'autres voies. Sinon, le dialogue, on comprend bien qu'au niveau de la sous-région, on conclut qu'il n'y a plus d'autres dialogues, il suffit d'appliquer l'accord. Or, il y a une bonne partie des gens, des Congolais, qui ne sont pas contents de cet accord. On comprend bien qu'il y a même l'Église catholique qui s'est retirée. S'imagine qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'application de cet accord et aussi par rapport à l'opposition. S'il y aura des grèves, s'il y aura d'autres manifestations, des problèmes de blocage du pays. Éventuellement, je pense qu'il pourra y avoir un autre dialogue derrière un dialogue soi-disant clôturé. Alfred, il est clair qu'avec ce soutien des pays du Grand Lac, le dialogue initié par le président Joseph Kabila est en quelque sorte légitimé. Non, il n'y a pas de légitimation du tout. Quand on voit le communiqué final, il est ambigu. Ou alors on dit très clairement... on entérine l'accord qui est sorti, mais un accord bancal avec des gens qui sont illégitimes pour représenter le peuple congolais, et puis Edem Kodjo, où on se dit ça n'est pas cela, et dans le communiqué on dit le respect strict de la loi et de l'ordre constitutionnel.
le respect strict de la loi et de l'ordre constitutionnel. La constitution de RDC dit le mandat de Kabila s'achève le 19 décembre de cette année-ci. Il n'a pas le droit de se représenter. Bien. Donc on a créé artificiellement un faux dialogue pour différer ce moment de son départ, mais on court vers la catastrophe parce que ça ne passera pas et ça ne passe pas. En dernier ressort, c'est le peuple congolais qui est le dernier juge. Et puis, la plupart des chefs d'État qui se sont retrouvés en Angola, en commençant par Eduardo dos Santos lui-même, 37 ans qu'il est au pouvoir, qu'il a capté le pouvoir en Angola. Mais de quelle légitimité il peut parler justement de la paix ou de l'entente politique en RD Congo? Sassou Nguesso, qui a modifié la Constitution, etc. Ce sont des chefs d'État qui sont dans ce mode de fonctionnement un peu voyou de l'époque d'avant les conférences nationales souveraines, qui pensent qu'en restant au pouvoir, en s'accrochant au pouvoir, on prouve la force et puis, quitte à dilapider aussi les richesses du pays, à les patrimonialiser, à les capter. Non, je pense effectivement que ça n'est pas encore terminé pour la RD Congo et ce n'est certainement pas ce sommet-là qui va régler la crise congolaise. Gratien, quelle doit être à présent la ligne de conduite de l'opposition dite radicale en République démocratique du Congo? De quel recours dispose-t-elle à présent? On comprend bien le recours. Il est très difficile vraiment d'avoir un recours au niveau légal, c'est-à-dire au niveau du pays, passer par les cours, la justice ou la cour constitutionnelle. On ne peut pas parce qu'il y a eu un accord, l'accord qui est approuvé par la sous-région. Donc, le seul recours, c'est de passer par les manifestations, de bloquer le pays. Donc, c'est pratiquement quelque chose qui passe à côté de la légalité en soi, disons, approuvé par le pouvoir. Parce qu'on sait bien, dans les régimes au niveau de l'Afrique, on n'est plus en période de coup d'État, on est dans des périodes démocratiques. Et la démocratie, on voit même dans des pays comme la France ou les autres pays d'Europe, on peut amener le gouvernement à discuter, à changer une mesure par les grèves, par les manifestations. Ce sont des voies qui sont légales, parfois des manifestations autorisées et non autorisées. Je pense que l'opposition radicale fera plus les manifestations qu'autre chose, que recourir même à la justice. Alfred. Non, mais en réalité, même la Cour constitutionnelle de RD Congo est très divisée. Évidemment, pour le moment, l'opposition, le rassemblement, qui est la vraie opposition, ne souscrit pas à cet accord. Le fait du retrait aussi de l'Église catholique, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est l'Église qui est majoritaire dans ce pays-là. Et donc, elle se retire, elle enlève toute caution possible à ces mauvais accords-là. Et donc, je pense effectivement qu'il y a les manifestations, mais qu'il faut continuer à recourir aussi aux autres partenaires de ce pays, de la RD Congo extérieure, qui peuvent justement agir efficacement pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Enfin, le communiqué de Luanda, c'est ça. Moi, je ne sais pas qui sont les juristes de cette opposition. S'ils lisent très très bien ce communiqué, ils verront qu'il n'y a pas d'entérinement du tout. Il faut respecter l'ordre constitutionnel. Évidemment, après les arguties, Dos Santos dit il faut attendre, etc. Non, la Constitution est claire. Si on respecte l'esprit de la Constitution, si on respecte l'esprit de la loi, je ne vois même pas de quoi on discute. Merci Alfred. Dans l'actualité également, c'est une première en Angola. La Cour suprême va demander au président Eduardo dos Santos de rendre des comptes concernant la nomination qu'il a faite au mois de juin, celle de sa fille Isabelle dos Santos à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière du pays. On fait le point tout de suite avec Amira Benjabala Jean-Pierre. Ce 25 octobre, la Cour suprême angolaise a annoncé qu'elle examinerait un recours déposé par un collectif de 12 juristes pour dénoncer la nomination d'Isabelle dos Santos au mois de juin à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière publique. C'est son père et président angolais, Eduardo dos Santos, qui l'a nommé à ce poste. Une nomination arbitraire et contraire aux lois du pays, selon les plaignants. La loi dit que les agents publics ne doivent pas nommer ou permettre la nomination des membres de leur famille. La Cour suprême a accepté notre recours. C'est une étape très importante. C'est la première fois qu'elle étudie une décision du président de la République. Une grande première dont se réjouissent les observateurs qui attendent avec impatience les conclusions de la Cour suprême.
Le chef d'État a 8 jours pour se présenter au tribunal où y mandater un représentant. Interpeller un chef d'État en justice, je crois que c'est quelque chose qui est à saluer. Maintenant, reste à savoir si les juges qui ont pris cette décision auront le courage d'aller au bout de leur mission. C'est-à-dire entendre le président ou du moins ses représentants pour que cette affaire soit réalisée une fois pour de bon. C'est tout à fait correct qu'elle cherche à rappeler le président à l'ordre pour qu'il puisse se conformer à la loi que tous les citoyens angolais doivent respecter. Souvent accusée d'avoir bâti son empire grâce à la protection de son père, Isabel dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique et la 8e fortune du continent. Son patrimoine est estimé à 3,3 milliards de dollars. Elle est très active dans les domaines bancaires et de télécommunications. Gratien, quelle lecture faites-vous de cette affaire? D'abord, il y a une très grande avancée au niveau de en Angola, bien sûr, parce qu'on peut porter plainte contre le président et la Cour reçoit la plainte. C'est pas dans beaucoup de pays en Afrique où ça peut se faire. Oui, parce que ceux qui peuvent porter plainte le lendemain, dans certains pays, peuvent se retrouver au mieux en prison, au pire, on ne les retrouve plus. Et donc là, c'est une bonne chose. Mais cela veut dire qu'en Angola, il y a des décisions qu'on peut contester. Je pense que le président s'est trompé en nommant sa fille. Déjà, elle est riche, elle a beaucoup d'argent qu'elle a gagné grâce au pétrole angolais. C'est-à-dire le pétrole angolais a enrichi sa famille plus que les Angolais qui sont dans la misère d'une manière générale. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quelques années, il avait nommé son fils, Sousa dos Santos, au poste de président, de dirigeant du Fonds souverain, donc qui gère une partie des revenus du pétrole. Cela veut dire que finalement, le président dos Santos a essayé, disons, de mettre la main sur la manne pétrolière à travers le fonds et à travers la gestion de ce pétrole. Que risque Alfred, le président dos Santos? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais abonder dans le même sens que Gratien, parce qu'effectivement, c'est une première en Angola en particulier, mais en Afrique aussi, qu'un chef d'État devant la Cour suprême et que la Cour suprême prenne en compte justement la plainte déposée. Alors, parce que c'est une plainte aussi qui est très argumentée. Il y a 14 avocats tout autour qui ont étudié attentivement la loi angolaise qui interdit justement à toute personne occupant de fonctions publiques de nommer un membre de sa famille à des postes justement clés, à des postes publics. Ça c'est d'un. Des deux, donc il y a là une forme de népotisme pour le président Eduardo dos Santos. Et donc, du coup, que la Cour suprême s'empare justement de ce dossier, c'est une très bonne chose, mais on aimerait qu'elle aille jusqu'au bout de la procédure et puis puisqu'elle a tout de même écrit au président dos Santos pour qu'il présente ses arguments contre justement cette plainte déposée contre lui. Donc là, ils vont attendre. Il a 7 jours, 7 ou 8 jours pour répondre. Si au bout de ce compte, il ne répond pas, il devra passer devant la justice. Gratien, certains soupçonnent des ambitions présidentielles de la part d'Isabel dos Santos. Qu'en pensez-vous? Le président dos Santos termine son mandat en 2017 et il annonce qu'il va quitter le pouvoir en 2018. Cela veut dire qu'il va se faire élire et en cours de mandat, il va céder à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y aura un arrangement. On se demande si en nommant sa fille à ce poste, éventuellement que sa fille, en 2017, pourra être une super ministre ou éventuellement s'il y a un poste qu'on peut créer, un poste de vice-présidente et comme ça remplace son président au moment où son papa s'arrête. Donc c'est une façon aussi de préparer sa fille. Merci Gratien pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.